ouvrage est un ouvrage qui, comme le titre l'indique, porte sur les chômeurs de Moulinex. Donc, l'objectif, la problématique du livre est vraiment de connaître quelles sont les répercussions du chômage sur les licenciés. Alors, en prenant un ancrage tout à fait localisé dans une organisation précise, une organisation employante qui est Moulinex, donc, qui a fermé ses portes en 2001. Et ce sont au final 5 usines qui ferment définitivement leurs portes. Quelques usines seront reprises ensuite par le groupe SEB, mais moi je me suis vraiment attachée à étudier ce qu'étaient devenus les 3000 licenciés non repris par SEB. Donc des licenciés qui étaient pour une petite majorité des femmes, beaucoup de personnel non qualifiés, mais il y avait aussi un personnel qualifié, il y avait des ouvriers qualifiés, des techniciens, des agents de maîtrise, mais le personnel était quand même en moyenne assez âgé, enfin, voire très âgé pour un retour facile sur le marché du travail. Et une autre caractéristique, c'est que bien souvent, ce personnel était plutôt attachés à leur région, à leur résidence de vie. Donc en fait, j'ai essayé de connaître un petit peu ce qu'étaient devenus les salariés et en quoi donc, la perte de leur emploi avait rejailli sur leur santé, les relations sociales, leur niveau de vie et leur rapport aussi à la citoyenneté. L'intérêt de ce livre aussi, c'est de pouvoir resituer le licenciement au travers d'une histoire qui prend pied dans l'histoire de Moulinex. Moulinex qui est une entreprise connue, nationalement connue, et une entreprise paternaliste. C'est un homme, Jean Mantelet, qui a créé une entreprise au départ parisienne et qui s'est décentralisée en Basse-Normandie pour pouvoir justement puiser dans le vivier une main-d'œuvre, dans le vivier local, une main-d'œuvre féminine, peu qualifiée, jeune à l'époque. Donc, ce que j'ai pu découvrir, c'est que bien, voilà, quand une entreprise telle que Moulinex, avec une culture paternaliste, une culture d'entreprise plutôt protectrice par rapport à l'emploi, comment, voilà, quand ce cadre-là s'écroule, ce sont des vies entières qui basculent. Voilà principalement l'objet du livre. Pourquoi ce livre? C'est une très bonne question. Je me suis longtemps posé cette question en effet parce que je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas une ancienne salariée de Moulinex. Mes parents n'y ont jamais travaillé. Je suis bas-normande. C'est vrai, j'étais particulièrement touchée en 2001 quand j'ai appris que Moulinex rencontrait de grosses difficultés et que l'entreprise allait probablement faire faillite. Je vivais à l'époque à Paris et je voyais très bien quelles pouvaient être les conséquences sur le bassin d'emploi, sur le territoire d'une telle perte. Donc j'étais très marquée par ces annonces de faillite probable. Moi, si j'ai choisi Moulinex, c'est moins pour Moulinex que parce que ça représentait, c'est-à-dire les difficultés certaines qu'allait rencontrer un personnel peu, voire pas qualifié. Voilà, moi j'étais plutôt intéressée par cette problématique-là et c'est pour ça que je suis venue sur le terrain de Moulinex. Mais c'est vrai que personnellement, voilà, je n'étais pas, comment dire, particulièrement
comment dire, en admiration pour les produits électroménagers Moulinex. Je ne connaissais pas particulièrement l'entreprise. C'est plutôt mon parcours universitaire, étant moi-même intéressée par ces problématiques de retour à l'emploi, de chômage, qui m'ont amenée à travailler sur le sujet de Moulinex et de la réinsertion professionnelle des salariés. Voilà. Alors, ce que cet ouvrage apporte de nouveau, alors, par rapport à un autre ouvrage pionnier dans la sociologie sur le chômage, cet ouvrage c'est Les chômeurs de Marienthal, un ouvrage qui a été réalisé par Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda et Hans Hessel dans les années 30, qui, comme Moulinex, se déroule dans un terrain, dans un territoire extrêmement circonscrit. Là, dans le cas de Marienthal, c'est une ville qui subit de plein fouet la fermeture de son usine, de l'unique usine, donc l'unique employeur, et dont les répercussions vont être absolument catastrophiques, puisque en fait toutes les personnes vont être sans emploi et durablement sans emploi. Les chercheurs, dans le cadre de cette enquête, ont essayé de démontrer en quoi le chômage se répercute sur tous les domaines de la vie des personnes, sur leur santé, leur intégration sociale et communautaire, sur leur niveau de vie. Il démontre que voilà, la santé est particulièrement touchée. C'est un point aussi que je développe et c'est tout à fait vrai que les personnes se retrouvent très déstructurées en termes temporels, c'est-à-dire que les personnes perdent la notion du temps. Je le retrouve aussi chez Moulinex, mais l'un des points qui est peut-être le plus novateur, c'est de regarder du point de vue des hommes et des femmes. C'est-à-dire que autant dans les chômeurs de Marienthal, on voit l'effet sur les hommes qui est particulièrement négatif. Moi, auprès des Moulinex, j'ai vu que c'était les femmes qui étaient les plus gravement victimes du chômage. Ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas affectés par le chômage. Il y a aussi des hommes. Mais les femmes, très massivement, se retrouvent confrontées à des problèmes de santé, problèmes de sommeil. Les femmes sont très souvent en prise avec des sentiments de mal-être, d'anxiété, il y a de la dépression aussi. Donc les femmes sont très gravement touchées dans leur santé et aussi dans leur réinsertion professionnelle. C'est-à-dire que les femmes, par les modèles statistiques que j'ai pu réaliser, si on contrôle un certain nombre de variables, donc en suivant un modèle de toutes choses égales par ailleurs, les femmes ont 2 voire 3 fois moins de chances de retrouver un emploi que les hommes. Et quand elles retrouvent un emploi, le plus souvent il est précaire ou à temps partiel. Donc tout cela d'ailleurs entretient leur malaise, puisque savoir que voilà, on travaille mais pour un temps à durée déterminée, eh bien c'est toujours source de crainte. Est-ce que je vais retrouver du travail? Les femmes finalement finissent par s'isoler, parce qu'elles considèrent qu'effectivement, eh bien, retrouver du travail, c'est voilà, une tâche que l'on doit réaliser un petit peu chacun pour soi, puisque finalement, si on parle aux autres de possibles propositions d'emploi chez un employeur ou chez un autre, on risque de se faire choper la place. Donc les femmes, notamment les femmes, évitent de parler entre elles de possibilités de retrouver un emploi, parce qu'elles savent que du boulot, il y en a très très peu, donc on se referme sur soi, et le fait de se replier sur soi contribue encore plus à leur malaise. Donc on est dans un cercle vicieux. Voilà, ce que j'ai surtout cherché à démontrer, c'était que les chômeuses de Moulinex étaient particulièrement affectées
par leur licenciement. Alors, ce n'était pas forcément le meilleur moment, mais c'était un moment assez cocasse, je dirais, puisque, en fait, pour aborder le terrain, ce qu'on appelle terrain, c'est-à-dire pour aller à la rencontre des personnes, je suis passée par les réunions d'anciens salariés. J'ai commencé à rencontrer les gens au travers d'assemblées générales, de regroupements d'anciens salariés qui se faisaient soit sur les lieux qui ont fermé, les sites de production, soit dans des salles qui étaient prêtées par la mairie. Et en fait, ça a duré pendant 3 ans. Je me rendais toutes les semaines, c'était pas toutes les semaines, c'était au moins une fois par mois, à ces réunions, à ces rendez-vous qui étaient importants pour les salariés, puisque ça permettait pour eux de se retrouver, de pouvoir alors, casser la solitude pour certains, obtenir des informations, pouvoir aussi mettre en place. Alors, pour certains, il y a eu des procès qu'ils ont contribué à mettre en place. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été permises, qui ont été faites grâce à ces réunions d'anciens salariés. Ça a été pour moi l'occasion de m'immerger dans l'univers des Moulinex, même si l'entreprise avait fermé 1 an auparavant. Moi je suis venue 1 an après, même si les portes de l'usine avaient complètement fermé, j'avais été très frappée, enfin elle était définitivement fermée, j'avais été très très frappée par cette présence du passé, c'est-à-dire que les gens me parlaient au présent. Alors quand je leur demandais ce qu'ils faisaient chez Moulinex, ils me répondaient « moi je suis aux presses, moi je suis dans le service après-vente ». C'était assez frappant pour moi de voir que j'avais le sentiment d'interroger des gens qui étaient en pause ou qui étaient à la sortie de leur travail. Donc c'était important de pouvoir m'immerger dans leur univers pour comprendre aussi pourquoi c'était à ce point difficile pour eux de se détacher de la coquille Moulinex. Alors donc je me rendais fréquemment à ces réunions et au départ, ce n'était pas évident pour eux de m'accepter. J'étais visiblement pas pour une Moulinex. Voilà, c'était très rare les personnes qui avaient 20 ans chez Moulinex. La moyenne d'âge a été de 49 ans en moyenne au moment du licenciement. Donc j'étais pas de fait une Moulinex pour eux. Donc j'étais quelqu'un d'étranger. Alors probablement une journaliste qu'ils voyaient assez mal parce que la cause des Moulinex n'était pas toujours bien relayée dans la presse ou dans les médias. Et parfois même on me confondait avec une travailleuse sociale. Donc là aussi, j'ai pas forcément été très bien vue, mais rapidement quand même, ils ont bien compris ma démarche, qui n'était pas du tout celle d'une journaliste ou d'un travailleur social, mais qui était vraiment de comprendre et de faire témoigner les gens pour faire connaître la cause des Moulinex. Et donc ils m'ont à ce point adoptée. Je me rendais à des manifestations avec eux. Et il y avait beaucoup de pique-niques, de soirées dansantes, etc. Et puis un beau jour, lors d'une réunion, je me rends compte que l'un des salariés qui en me tapant dans le dos, en fait, m'avait décroché mon soutien-gorge. Voilà. Donc j'étais un petit peu, surprise par cette manière, de faire. Et au final, j'ai compris qu'en faisant cela, il me prenait pour quelqu'un qui faisait partie du groupe. Il s'en prenait à moi comme à une autre de ses ouvrières. Il s'avère que c'était en plus un contremaître. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais à ce moment-là adoptée par eux. Ce qui était important parce qu'il fallait que je sois bien admise
Et en même temps, j'ai senti que après cela, il fallait quand même que je puisse me détacher un petit peu d'eux, parce que c'est important d'être bien accepté, de pouvoir être au contact de ces personnes-là, mais en même temps, il faut pouvoir toujours préserver son autonomie de pensée et avoir une prise de distance qui est nécessaire, parce que sinon on risque de trop vite accaparer son regard en relayant leur cause. C'est important, mais ce n'est pas un travail d'un sociologue qui doit quand même toujours avoir une position neutre le plus possible. Alors cette tension entre le souhait d'être accepté par eux, tout en ayant quand même une certaine forme d'une prise de distance, c'est une tension voilà, qui a été quotidienne, mais voilà, qu'à un moment il a fallu que je rompe et que je décide vraiment de ne plus me rendre auprès d'eux pour pouvoir réaliser le travail d'écriture et voilà, garder ma posture de sociologue. Alors, et après, c'était une question que je me suis posée pendant un petit moment parce qu'il a fallu que moi-même j'assure ma reconversion après Moulinex. Qu'est-ce que je pouvais bien faire? Parce que donc je me suis dit alors pourquoi pas suivre à nouveau un plan social. Bon, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Je sais que la rentrée, enfin, on le voit bien, la rentrée va être une rentrée, hélas, riche en suppression d'emplois massive, hein, rien qu'au niveau de PSA, mais il y a bien d'autres entreprises aussi qui licencient et dont voilà, le plan social n'est pas forcément médiatisé. Donc je me suis dit peut-être repartir sur un terrain voilà, qui est une restructuration industrielle. Donc ça, bien sûr, je continue à suivre ce sujet-là, mais j'ai quand même plutôt le souhait de m'orienter vers un sujet qui est proche, mais quand même assez distinct. Et en fait, je démarre une enquête, enfin une recherche sur l'accès des personnes à leurs droits sociaux, à leurs prestations sociales. Donc en fait, je travaille avec une équipe composée de géographes et de sociologues et de politistes sur en fait eh bien, des bénéficiaires de prestations et de prestations sociales dans un CCAS, le CCAS d'Angers et probablement celui de Nantes pour voilà, une approche comparative. C'est en fait une enquête qui se déroule dans un projet de recherche régional. Donc j'ai répondu à un appel d'offres lancé par la région des Pays de la Loire et qui en fait, a pour but voilà, de connaître les raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas accès à leurs droits ou ont accès plutôt à certaines prestations et pas à d'autres. Et je vais particulièrement m'intéresser, bien évidemment, à l'accès eh bien, à des prestations type RSA ou formation longue, qualifiante.